Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui avec Dorian Charavella. Ah, pas mal, bien. Voilà, Bien presque. prononcé. Bien Non, dit. bien. Super. Et Jackie Sogotamba, qui est également mon cousin. Bon, au fur et à mesure, vous allez commencer à comprendre et savoir exactement comment ça se passe. Alors, c'est un honneur pour nous de t'avoir ici. T'es une référence pour plusieurs personnes, dont moi, dont nous. Oui. Et c'est pour ça, pour nous, c'était super important. C'était aussi un moment pour nous aussi de te dire qu'on est très reconnaissant. Parce que pour la petite histoire, je l'ai rencontré personnellement, mais c'était dans le but de pouvoir avoir le plus d'informations, de conseils, de données, pour pouvoir en fait nous aider concernant notre compagnie. Et il a été un élément incroyable, fort, et qui nous a inspirés et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on devient ce qu'on est et qu'on a autant de succès. Merci à toi. Ouais. Et on aurait voulu que tu te présentes et que tu nous donnes un peu quelques expertises et qu'on puisse partager ça avec tout le monde. Ouais, avec plaisir. Déjà super content d'être avec vous deux. Ça me fait super plaisir d'être là et pouvoir échanger. Et si je peux aider, franchement, c'est vraiment avec plaisir. On adore quand on voit des entrepreneurs se lancer, se développer. Je pense que c'est super. Bon, en quelques mots, moi, c'est Dorian. 33 ans. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 20 ans. J'ai monté différentes boîtes pendant les études. Après, j'en ai monté une que j'ai revendue. Donc, elle s'appelle Ivancy, ou elle s'appelait. On peut parler au passé maintenant. Et donc, c'était une société où il y avait 500 000 influenceurs qui collaboraient dans une centaine de pays avec des milliers de marques. Et donc, sur cette boîte-là, on mettait en relation des marques et des influenceurs pour faire des collaborations non rémunérées. Ouais. On était plutôt sur la micro-influence et la nano-influence, donc des influenceurs pas forcément très connus, plutôt micro, et on leur donnait un produit ou un service contre une collaboration sur les réseaux. Cette boîte-là, on a eu une belle croissance, on a grandi de 0 à 130 salariés en l'espace de 5 ans. Donc moi, j'avais 25 ans quand j'ai monté la boîte, j'étais en études, et 30 ans, en fait, on a une proposition de rachat de la société, donc on a revendu à un fonds d'investissement américain qui s'appelle le PSG Equity. Okay. Et à l'issue de ça, je suis passé GM Europe dans une boîte, elle s'appelle Skippers, donc leader du Customer Experience. Donc ils ont racheté 10 boîtes françaises qu'ils ont fusionnées, ils ont donné un nom qui s'appelle Skippers. Okay. Donc j'ai géré toute l'Europe et au bout d'un an, j'ai décidé de partir, de quitter la société. Et donc là, j'ai lancé Zelic il y a un an, donc je suis CEO et cofondateur de Zelic, une boîte dans le secteur des commerciaux, donc on aide les commerciaux à être beaucoup plus performants. On a levé 5 millions d'euros le jour où la boîte a été créée, donc pour développer ce projet-là. Et là, il y a des grosses nouvelles qui vont arriver aussi prochainement. Et donc une trentaine de personnes, et notre but, c'est de révolutionner le métier du commercial. Donc, et après, on pourra parler un peu plus en détail des expériences passées, des différentes boîtes, d'où je viens et qui je suis. Mais un peu le gros du parcours en quelques lignes. Wow. C'est impressive. C'est très impressionnant. Explique-nous un peu plus comment ça a commencé. Bon, parce que beaucoup de personnes se posent des questions et se disent comment je dois faire, par où je vais aller, qu'est-ce que je dois faire surtout, parce qu'on a souvent l'habitude de personnes qui sont sur le net et qui font plein de vidéos marketing pour attirer plein de monde en disant oui, non, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Mais en réalité, on ne donne pas vraiment des idées claires et le mindset qu'il faut avoir. Tout à fait. Et le plan d'attaque. Donc, on leur donne le rêve, mais sans vraiment donner qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner aux jeunes, un jeune qui nous écoute aujourd'hui et qui ne sait pas spécialement ce qu'il doit faire et comment faire? Ouais. Écoute, je vais te parler d'abord du mindset et après, je vais venir sur un peu les étapes. Qui reste quand même quelque chose, la chose la plus importante. Qui est la chose la plus importante. En fait, moi, ce qui m'a motivé, c'est l'argent. Okay. Je viens d'une famille modeste, parents ouvriers, 35% de taux de pauvreté dans la ville d'où je viens, qui était la ville la plus pauvre de France. Donc c'était une cité, ça s'appelle Bérennes. Wow. Donc à l'époque, il y avait les mines, et quand les mines ont fermé, en fait, le taux de pauvreté a directement explosé. Et venant en fait de cet endroit-là, j'avais envie de gagner de l'argent. Donc, j'avais envie de faire de l'argent, et donc moi, ma motivation, c'était de réussir financièrement parlant. Pour ma famille, pour mes proches, pour moi, pour tout le monde, pour qu'on puisse bien se mettre. Donc on peut dire que l'argent est super important pour moi. Pour le monde. Parce que, pardonne-moi, je te laisse continuer, bien évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'argent, en fait, ça peut pas être une source de motivation. Beaucoup de gens disent, mais l'argent, c'est pas si important que ça. Et c'est pas spécialement faux. Mais
Ça, il y a des besoins qu'on peut seulement régler Nécessaire. à travers aussi cet argent-là. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à rebondir dessus quand même au présent. Non, c'est vraiment vrai parce que, bien sûr, l'argent est quelque chose encore plus ou moins essentiel parce que sans l'argent, tu ne peux pas vraiment bouger. Tu ne peux pas faire les choses que tu as envie de faire, comme tu viens de le dire, aider ta famille, aider tes proches et les personnes autour de toi, quoi. Donc, repartant sur la note que tu viens de dire de l'argent, la question, moi, que je peux te poser par rapport à ça, c'est la motivation était l'argent, mais bien sûr, c'était plus profond que l'argent, c'est ça? C'est ce que tu viens de dire, plus ou moins. t'avais l'argent, qui était la première source de motivation, et après, c'était réussir pour me prouver. Ok. Donc, prouver à ma famille, à Ouais. mes proches et à moi-même aussi que j'avais la capacité de réussir Ok. et qu'on pouvait réussir en sortant d'une cité. Moi, dans ma famille, il n'y avait pas eu d'études. Personne n'a fait des études, en tout cas des grandes études. Personne n'était dans l'entrepreneuriat. Et donc, en fait, moi, j'avais cette vision-là de réussir. Alors, quel que soit, en fait, le secteur que j'allais choisir, il fallait que je réussisse financièrement parlant. Moi, ça a été la première source de motivation. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, qu'on a compris un peu qu'est-ce qui m'a poussé dans l'entrepreneuriat, bah, il fallait se lancer. Il fallait se lancer. Et quand j'étais étudiant, en fait, c'est là où on peut tester beaucoup de choses. Parce qu'en fait, on peut avoir potentiellement les parents qui peuvent aider derrière. On est étudiant. Il peut y avoir des bourses. Il peut y avoir des prêts. Bon, quel que soit le mécanisme. Mais j'avais l'opportunité de me lancer pendant les études et de tester des boîtes. Donc, j'avais une vingtaine d'années. Je réfléchis à mes différents projets. Je bêta-teste certaines idées. Certaines où, en fait, je me dis, bon, ça fonctionnera pas. Mais j'ai travaillé pendant 6 mois dessus. Mais c'était pas la bonne idée. La première idée que j'ai eue, c'était de développer la région Lorraine. Donc, le côté de Metz, Nancy. Pourquoi? Parce que je m'étais dit, en fait, il y a quand même des beaux endroits dans cette région, pas assez visités. Et en fait, on va développer en fait, cette région auprès des Asiatiques qui voyagent énormément en France. Et donc, j'avais cette idée de mettre ma région bouge, quoi. C'était un peu l'idée que j'avais. Je me suis rendu compte que c'était pas ce qui m'attirait le plus. C'était un peu complexe également à développer. Et après, j'ai fait un stage. Et lors de ce stage-là, c'est là où en fait, j'ai compris que j'allais être entrepreneur. Ouais. J'ai fait un stage de Master 1 dans une société, elle s'appelle BBM Équipement. Elles vendent une ceinture de pantalon qui résiste à 2200 kilos. Ok. Et avec cette ceinture-là, tu peux tout faire. Tu peux tirer une voiture qui est en panne. Tu peux faire du rappel si t'es militaire. Tu peux, si t'es chasseur, accrocher un arbre. Tu peux faire, si t'es sportif, de la highline ou de la slackline. Je sais pas si ça vous parle, mais en fait, c'est une sorte de bande où on peut marcher dessus. Et généralement, c'est en équilibriste. On peut être entre deux montagnes, deux bâtiments. Et il faut trouver son équilibre. On peut faire des figures. Ok. En fait, avec cette ceinture-là, on pouvait tout faire. Ok. C'est le couteau suisse de la ceinture. Et là, quand j'ai fait mon stage de 4 mois, j'ai rapporté au patron donc 40 000 euros en faisant de la commercialisation. Donc moi, je contactais des distributeurs et des revendeurs et je leur disais, j'ai une ceinture de pantalon qui cartonne sur notre site e-commerce. Est-ce que vous voulez nous acheter des ceintures? Ok, d'accord. Et c'est ça qui m'a poussé en fait à l'entrepreneuriat parce que il y a eu du chiffre d'affaires, il y a eu une croissance. Ensuite, je me suis dit, si moi j'arrive à vendre cette ceinture-là, d'autres étudiants peuvent la vendre. Donc j'ai fait un peu une méthode pyramidale où j'ai trouvé d'autres étudiants pour vendre cette ceinture-là. Le marketing du réseau. Exactement, le marketing du réseau. Et donc moi je prenais des commissions sur ce qu'ils vendaient aussi. Et là je me suis dit, mais en fait, si moi je vends, eux ils vendent, mais j'ai un produit aujourd'hui, comment multiplier en fait mes commissions avec comment faire? Et donc je me suis dit, il me faut d'autres produits. Et donc là j'ai vendu des bâtons de marche qui se transforment en arc. J'ai vendu des produits inflammables pour la survie, le survivalisme. On en parlait beaucoup il y a 10 ans aux États-Unis. Man versus Wild, je ne sais pas si ça vous parle, mais Non. tout ce qui est survivalisme, on est dans la forêt, on va survivre pendant 48 heures dans des lieux improbables où il peut y avoir des animaux dangereux. Tu peux être dans des glaciers, dans le désert. Et en fait, donc, cette ceinture-là rentre un peu dans ce scope de survivalisme où on peut tout faire avec. Super. Et c'est ça qui m'a poussé. Waouh, c'est incroyable. Il y a 2 points sur lesquels je vais revenir avant de te laisser vraiment continuer parce que c'est vraiment impressionnant. Tu as parlé de comment et de la volonté de vraiment devenir entrepreneur. Maintenant, la question qui m'est venue pendant que tu parlais, c'est qu'est-ce que les gens t'ont dit à ce moment-là? Parce qu'il y a des gens qui veulent entreprendre, il y a des gens qui ils ont leur culture, ils ont leur passé, ils ont leur famille, ils ont leur situation, ils ont leur quartier, ils ont tout ça. Et du coup, quand
toi, dans ta tête, en venant de ces endroits-là, ou pas, hein, mais bon, c'est beaucoup plus compliqué en venant de ces endroits un peu défavorables, Ok. tu veux entreprendre, il y a souvent des situations, il y a souvent des personnes qui te disent, bah, mais tu craques, t'abuses, T'arriveras c'est pas ouais. possible. Ouais. Je pense que tu rêves un peu trop, redescends sur terre. Et j'aurais voulu que tu nous expliques, toi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ces gens t'ont dit, Ouais. qu'est-ce que ta famille t'a dit, qu'est-ce que tes proches t'ont dit, est-ce qu'ils t'ont rabaissé, est-ce qu'ils t'ont démoralisé, est-ce que tu as eu des moments aussi de dépression en te disant, bah, peut-être que je me trompe et je devrais pas le faire. Explique-nous un peu plus par rapport à ça. En fait, le premier des trucs, donc je finis mes études, mon master, et là je me dis, il faut que je fasse une dernière année d'entrepreneuriat. Donc c'était une sixième année. Donc je rentre en école de commerce dans une parisienne pour faire un master spé entrepreneurial. Et en fait, quand j'ai intégré ce master spé entrepreneurial, ben là j'ai commencé à développer mon réseau et voir que tout était possible parce que dans ma classe, il y avait déjà des fils d'eux, des personnes qui avaient super bien réussi et des gens qui étaient entrepreneurs dans l'âme et même plus que moi. Et donc quand moi je suis arrivé dans cette école-là et dans cette classe qui durait 6 mois d'école plus 6 mois après de stage ou de lancement de boîte, je me suis rendu compte par les intervenants et par les étudiants que c'était possible. Ouais. Donc c'est le premier des trucs, je me suis dit je peux le faire. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand j'ai fini mon Master 2, j'ai dit à mes parents, je vais faire une dernière année d'études pour avoir un bon diplôme avec une école qui est réputée. Et donc, je vais faire cette année-là, mais je vais faire un crédit. Donc j'ai fait un crédit de 25 000 euros pour payer mon année scolaire, qui coûtait, je crois, entre 16 et 18 000 euros l'année. Et après, un peu plus d'argent pour pouvoir payer mon loyer et un peu la vie sur Paris qui coûte assez cher, même si mes parents m'aidaient aussi à côté. Et j'avais mes autres business qui tournaient de ceinture et dark web. Et en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé l'avis à personne. En fait, j'en ai juste parlé à mes parents, je leur ai dit, voilà, là, je veux faire une dernière année d'études, la 6e année, je vais me la payer, donc je vais faire un prêt, voilà mon idée, voilà ce que j'aimerais faire, et voilà pourquoi je vais aller dans cette école-là. Parce qu'elle est reconnue, parce que je vais avoir un réseau, parce que le réseau est important quand on veut se lancer. Donc mes parents, ils m'ont dit, en fait, depuis le début, parce que j'avais redoublé 2 fois, j'ai redoublé la 6e, j'ai redoublé le bac, j'étais pas forcément un bon étudiant, moi je voulais être pro dans le sport, donc j'étais meneur, j'étais basketteur, C'est bien. j'avais un bon niveau, mais pas assez pour être pro. Et en fait, moi, mes parents, depuis toujours, ils m'avaient dit, mais fais ce que tu veux de ta vie tant que tu es heureux. Tu veux être boulanger, fais boulanger. Tu veux être mécano, fais mécano. Fais ce que tu veux, mais sois heureux. Et en fait, ça, c'est une des chances que j'ai eues parce qu'ils ne me poussaient pas vers quelque chose. Ils m'ont dit, bah, fais quelque chose qui te plaît et où tu vas t'éclater. Et en fait, donc, grâce à ça, j'ai pas eu de pression. Et donc, quand je me suis lancé, dans ma 6e année d'études, j'avais mon prêt, j'avais déjà mes petits business qui tournaient à côté, mais je savais qu'au pire des cas, j'allais pouvoir trouver un bon travail assez facilement. Mais je m'étais pas dit, en fait, je vais pas réussir. En fait, dans ma tête, j'avais pas le choix de réussir. Donc, on parle de mindset, mais dans ma tête, j'avais pas le choix. Je ne pouvais pas avoir d'échec. Je me lançais, j'avais mon crédit. Certes, si ça fonctionnait pas, j'aurais pu trouver du travail, mais je ne voulais pas être employé. Et je pense qu'en tant qu'employé, je peux être compliqué. C'est quand même un peu compliqué. Donc, dans ma tête, j'allais réussir. Et donc ça, je pense, c'est le mindset que j'ai eu. Sur 1, d'où je viens. 2, je pense que le sport a développé en moi une capacité également de challenge et de compétition. Je déteste perdre. Un jeu de société, n'importe quoi, je déteste perdre. Je suis mauvais perdant. Ou bon gagnant. Je sais pas, mais... Et je pense qu'avec ça, j'ai voulu réussir, quoi. C'est tous ces atouts-là. Et donc, en partant de ça, j'ai juste un point à juste te demander, en fait. C'est, est-ce que dans tout... Tu viens juste de le dire, tu as dit, dans ma tête, il n'y avait pas d'échec. C'est juste, je dois réussir ou je dois réussir. Tu vois? Et donc, pour moi, en fait, je voulais te poser une question, c'est que, est-ce que en ce moment-là, tu avais déjà une vision pour ta vie d'ici 5, 10 ans? Est-ce que tu te voyais déjà être là maintenant? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, si, je vois bien ce que tu veux dire. Je parle un peu plus l'anglais, hein. Mon français, il est un peu... Non, tu parles bien français, on comprend tout, t'inquiète pas. Et si on switch en anglais, c'est moi qui vais avoir les problématiques de répondre aussi bien que toi. Donc tu parles mieux français que moi je parle anglais. Mais, je te remercie. Mais en gros, ouais, quand j'avais 8 ans, je disais à mes parents, à 30 ans, j'ai une Ferrari. Donc j'avais déjà, en fait, si tu veux, cet objectif de me dire, à 30 ans, financièrement, j'aurai de l'argent. Je savais pas comment, je savais pas quel allait être le parcours,
Mais j'avais dit à mes parents déjà, à 8 ans, à 30 ans, je réussirais financièrement parlant. Et donc j'avais cet objectif-là. Après, tu vois, une des questions que vous m'avez posées, que tu m'as posées juste avant, c'était les amis, les proches, qu'est-ce qu'ils disaient? Est-ce que j'avais des bâtons dans les roues ou pas? Pas du tout. En fait, si tu veux, comme je demandais l'avis de personne, je vais me lancer, je vais le faire. Et c'est ce qui va se passer. J'étais pas dans un mindset où je demandais aux personnes pour être conforté, savoir ce qu'ils en pensaient. Rien à foutre en fait ce que les gens y pensent. Moi, mon but, j'avais un objectif et je voulais le réussir et j'y allais. Et donc en fait, j'ai pas eu de bâton dans les roues parce qu'en fait, je me suis pas intéressé au retour de personne. Donc tu vois, j'avais mon objectif, ma vision et j'y vais quoi. Et il y a personne qui peut me stopper à part moi-même. C'est ça qui a vraiment protégé en fait ton mindset en même temps, parce que beaucoup des personnes, parlons peut-être même de notre expérience, hein, et que tu dis à des proches, tu dis à tes frères et sœurs, tes amis, ils te regardent un peu de travers et te disent est-ce que tu peux le faire, tu peux pas le faire et tout. Et en plus, c'est que toi tu viens de dire, je pense que c'est très sage, hein, de vraiment te dire, tu sais quoi, j'ai cette idée, je l'essaye moi-même, je fonce dessus. Si ça marche pas, bon, ça marche pas. Si ça marche, ouais, tu vois. C'est ça. Non, mais c'est ça. Et au-delà de ça, en fait, si ça marche pas, c'est rare de réussir du premier coup de toute façon. Effectivement. Donc en fait, il faut juste te lancer, tu te confrontes au marché, t'apprends, tu fais des erreurs et tu les reproduis pas. Tout à fait. Donc en fait, il faut juste pas avoir peur. C'est ça, t'as pas peur, t'y vas. Et de toute façon, c'est quoi la pire chose qui puisse t'arriver? Dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est quoi? J'aime ça. Tu vas te dire c'est difficile ou j'ai un peu de difficulté, tu vas pivoter, tu vas réfléchir. Mais tu as eu l'audace de te lancer. Les personnes autour de toi qui vont te dire t'as pas la capacité, tu l'as jamais fait, tu connais pas, c'est parce que eux-mêmes en fait ils ont peur de le faire. Ils ont peur. Et ils le font pas. Exactement. Tu vois. Et là au moins toi tu vas le faire. Et si tu rates, toi tu l'auras fait ce que eux ils ont pas essayé de faire. Ouais. Et donc tu vois ça c'est un peu ce que moi je pense en tout cas, ou le mindset à avoir. Exactement, exactement. Et si je peux rebondir dessus, c'est beau. Il y a eu plusieurs points qui sont sortis là, non seulement de ton côté, mais c'est une discussion qui m'inspire encore une fois. J'aime bien être à côté de personnes sages, des personnes avec un gros mindset et de ce genre de mentalité. Ça aide, et ça aide aussi les personnes qui nous suivent et qui nous regardent. Si on peut faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit là, c'est que c'est important, d'avoir la confiance en soi, une mentalité et en réalité de regarder personne, si ce n'est que soi-même. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Et qu'en réalité, quand on a un rêve, une vision, il faut la protéger et de nous-mêmes la garder pour nous et de foncer, parce que dans tous les cas, moi c'est quelque chose que j'aime bien dire, c'est que si tu regardes bien l'essence même de la vie, on est pour au final mourir. Donc tout est un peu fait entre guillemets de souffrance. Je m'explique. C'est que si tu regardes un peu la totalité, hein, que tu te lèves et que tu fasses tout pour ton avenir, pour tes rêves, ou que tu le fasses pas, tu vas quand même en souffrir. Tu vas devoir quand même, si tu veux réussir, tu vas devoir te lever tôt, tu vas devoir transpirer, tu vas devoir mettre les efforts, tu vas devoir être seul, tu vas devoir avoir la pression, mais malgré ça, tu vas continuer. Et si tu veux pas non plus le faire, parce que tu te dis, bon, t'as trop peur ou t'es pas assez fort pour le faire, tu vas rester de ton côté, tu vas pas pouvoir vivre de tes rêves, tu vas pas pouvoir vivre de ta passion, donc tu vas au final terminer avec des regrets. Ça veut dire, dans tous les cas, t'es perdant. Ça veut dire, choisis ta souffrance, choisis ta douleur. Et vaut mieux une douleur où au final, tu t'es content, t'es fier de toi, et que ça vaut la peine, et que tu dis, au final, je l'ai fait, mais c'était pour la bonne cause. Ouais, en fait, ton parcours, il sera dur. Et comme tu as dit, si tu te lances pas et t'essayes pas, de l'autre côté, tu vas peut-être faire un métier qui te plaît pas pendant 20 ans. 20 ou 30 ans. Ouais. Donc tu vas le faire tous les jours, tu vas te lever le matin, tu vas être blasé, t'es dégoûté par faire ce travail-là, tu rentres le soir, t'es pas content parce que t'as passé une journée de merde. En fait, dans tous les cas, t'as des difficultés. Ouais. Donc donne-toi juste les moyens, parce que dans un des cas, qui est si tu réussis, après t'es tranquille. Choisis ta difficulté. Ouais. Après voilà, après t'es tranquille. Après tu peux vivre de ce que t'as envie, de ta passion, t'as plus d'obligation quand tu te lèves le matin, et là tu peux te faire plaisir. C'est comme les gens disent, choisis ta sorcière. C'est que dans tous les cas, ce sera compliqué. Ouais. Et c'est vraiment une histoire de perspective pour moi.
Et c'est ça où on a un peu une différence avec les Américains. Et nous, la francophonie, c'est qu'on a du mal de percevoir les choses positivement, malgré qu'il y ait quand même des difficultés. Et c'est pas parce qu'il y a des difficultés que ça veut dire que c'est impossible, mais à travers ces difficultés-là, de toujours garder cet objectif lointain. Et c'est ce problème aussi de vision que nous avons, et que peu de gens ont. Et plus tu te concentres sur le lointain, sur la vision lointaine, plus en fait tu restes motivé et plus tu as chaque fois du courage pour pouvoir te lever et tu es motivé en fait de pouvoir y aller, de pas lâcher quoi. C'est comme quand tu es commercial et on te met la carotte pour que tu avances et tu signes des contrats et tu as des commissions, tu vois. Et en fait, je fais un parallèle, mais tu as besoin d'avoir quelque chose que tu vois, qui est loin et qui te permet de te lever le matin, tu vois, qui te motive. Donc c'est ce que tu dis, tu as clairement raison. C'est quoi ton objectif final? Mais après, ce qui va être dur, c'est quelles sont les étapes pour arriver à ton objectif. Donc il faut que tu l'aies. Et il faut être rêveur pour voir loin. Et au pire, tu vois, tu as des expressions, mais tu vois, on peut dire si tu touches, en fait, si tu n'atteins pas les étoiles, tu touches le ciel, quoi. Tu vois, en gros. Mais il faut voir loin, mais après, comment tu y vas? Et c'est ça qui va être important. Et c'est une des premières questions que tu m'as posées avant, et après, on peut y parler. Exact. Mais quelles sont les briques pour y arriver? Exactement. Et avant de rebondir sur ton propos, j'ai une vidéo que j'avais regardée il y a d'ici 2-3 semaines. Et c'est une femme qui posait la question, comme nous on le fait aujourd'hui, là, on t'en pose beaucoup de questions. Et du coup, elle posait la question au monsieur, aujourd'hui, en te réveillant, si jamais je dois te poser la question, combien de voitures rouges t'as vues? Tu penses que tu serais capable de me le dire? Et le mec, il dit non. Il dit, ok, bon, intéressant. Et si jamais je te disais, avant de commencer ta journée, retiens toutes les voitures rouges que tu verras durant ta journée, tu penses que tu vas le retenir? Et le mec, il dit, ouais. En fait, tout ça, c'est pour nous dire que quand tu as ta vision et quand tu es focus sur un truc, en fait, tu arrives à voir les opportunités durant les journées, durant les années, durant ta vie. Et c'est ce truc de vision-là que les gens n'ont pas. Et c'est pour ça que, au final, comme ça s'est passé pour toi, comme ça s'est passé pour nous, on n'avait pas le plan. On savait juste qu'on voulait faire ça. C'est exactement ça. On savait juste qu'on voulait arriver là-bas. Et au fur et à mesure, les opportunités, ils viennent. Tac, tu rencontres cette personne, nous, c'est vrai. Tu rencontres Dorian Chalavella, qui te donne des conseils, qui te donne des trucs, et bam, tu tombes sur d'autres personnes, tu tombes sur Junior, tu tombes sur des gens incroyables, mais de base, c'était pas prévu. Toi, juste, t'avais ta vision, tu savais que, en fait, là, c'est là-bas qu'on va y aller. Peu importe comment, on y va. On va là-bas. Et au fur et à mesure, bam, 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 les étapes, ils viennent, et c'est pour ça que c'est important quand même d'en parler, parce que les gens, ils manquent de foi, moi j'appelle ça. Oui, c'est vrai. Et la foi, c'est c'est l'assurance des choses que tu vois pas. Et d'ambition parfois. Et d'ambition, ça va avec. Ça va avec. Ouais. Mais revenons sur ton propos, revenons sur ton parcours, quand même, parce que c'est très intéressant, mais on s'échappe un peu. Tu parlais de plusieurs business et de plusieurs choses que tu pouvais mettre en place pour pouvoir éparpiller un peu plus ton emprise et les business. Tu pourrais continuer par rapport à ça. Aux différentes boîtes, exactement. Un peu étape par étape. Exactement. Alors les ceintures, exact. Je vends les arcs, je vends les produits enflammables. Et là, ce que je me dis, c'est que je suis en Master 1, j'ai fait mon Master 2. Donc je continue et en fait, je me dis, si moi-même j'arrive à vendre, si des étudiants que j'ai recrutés arrivent à vendre et je prends des commissions, moi je ne considère pas que je suis intelligent, je considère que je suis malin. Et en fait, je me dis, d'autres étudiants plus intelligents que moi ont la capacité de faire mieux. Et donc là, je monte une junior entreprise externalisée. Wow. Donc c'est-à-dire qu'en école de commerce, tu as des junior entreprises, des JE, qui sont des étudiants qui vont faire des business plans, des actions marketing, des actions commerciales. Et donc en fait, avec tout ça, ils vont facturer des grands groupes pour leur fournir une main-d'œuvre un peu plus bon marché, donc moins cher. Mais eux, ça leur fait également de l'argent. Et en plus, ils apprennent parce que c'est de la pratique versus la théorie qu'ils apprennent à l'école. Donc j'ai ça, je monte une boîte, elle s'appelle Mes Élites Conseil. Donc je prends des étudiants des grandes écoles, je leur donne des business plans, je facture, je sais pas, 1000, 1500 € le business plan. Moi, je prends 60% et l'étudiant, il prend 40%. J'ai trouvé le client, l'étudiant fait l'étude de marché, je fais la relecture et ensuite, on donne directement à la personne qui nous a mandaté pour faire ce business plan. Je fais ça, ça fonctionne, ça me rapporte plusieurs clients, je fais des partenariats avec des pépinières d'entreprise, avec des incubateurs. Donc en fait, ils m'envoient des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer.
Et ensuite, je me dis, c'est un bon business. Tu avais une boîte qui s'appelait Crème de la Crème à l'époque à Paris qui se développait. Ça se développe bien. Moi, je veux pas me focaliser là-dessus. Je pense pas que c'est la boîte dans laquelle je dois me mettre à 100%, mais ça fonctionne. Crème de la crème, hein. Il est beau le nom. Ouais, Crème de la Crème, c'est pas mal. Hein. Et ils réussissent bien, en plus, c'est une belle boîte. Ah, super Et bien. donc là, je me dis, ok, j'ai mes différents business. Maintenant, c'est pas la boîte qui va me rapporter énormément d'argent. C'est pas cette boîte-là. Donc, je fais ma 6e année d'études. Et là, je me dis, en fait, quand je vendais mes ceintures de pantalon, parfois, je les envoyais à des chasseurs, à des pêcheurs, à des youtubeurs. Je mettais un code promo. Et je me rendais compte en fait que dès que je mettais un code promo, ça rapportait de l'argent. Ok. Et donc là, en fait, je me dis, mais génial, l'influence marketing fonctionne sur des produits auxquels je m'étais même pas attendu. Parce que je voyais sur le PrestaShop, donc le site e-commerce directement, que ça me générait des ventes dès qu'il y avait une vidéo YouTube avec le code promo. Donc là, j'ai l'idée des influenceurs. Je garde l'idée dans un coin de ma tête, je continue mes études. 2 ans après, donc je suis dans cette école de commerce-là en 6e année pour l'entrepreneuriat, et ils nous demandent de travailler sur des projets. Première idée que j'ai, c'était, je sais plus si je t'en ai parlé, mais c'est digitaliser les agents sportifs. Je t'en ai parlé. Tu me disais. Et je me dis, bon, il faut du lobbying, milieu compliqué, Mais très complexe. très Bon, complexe. voilà, je vais pas aller là-dedans. Et donc, je me dis, les influenceurs, ça avait bien fonctionné. Et en fait, il y a quelques plateformes qui se développent, principalement aux États-Unis, quelques-unes en France. Mais l'idée est bonne. Et donc, je vois, il y a une super boîte, elle s'appelle FameBeat aux US, Octoly en France. Et je me dis, mais en fait, ils font que des collaborations sur YouTube et pas sur Instagram. Alors, je parle de ça, c'était 2015-2016. Facebook avait racheté Instagram. Instagram se développait de plus en plus, mais on parlait pas encore d'influenceurs sur Instagram. Et donc là, je me dis, bah, tous mes concurrents sont sur YouTube. Moi, je vais prendre à contre-pied. Je vais lancer la première plateforme d'Instagrammeur au monde. Et donc, on lance la première plateforme d'Instagrammeur au monde. Et c'est marrant parce que sur le site qu'on avait mis en place, qui était Unbounce, en fait, c'était du drag and drop parce qu'on savait pas coder, on n'avait pas d'agence, on n'avait pas trop de moyens. C'était un influenceur sur Instagram qui avait mis un post avec une bouteille d'alcool directement là sur l'œil. Donc, c'était assez marrant, assez aguicheur. Et donc, on a lancé cette première plateforme d'Instagrammeur au monde. Et donc, après, on a commencé à avoir notre développement. Et on a pris des stagiaires. Donc, on avait une dizaine de stagiaires qui bossaient pour nous. Nous, on était encore à l'école pendant qu'on faisait ça. Okay. Donc, on les mettait à la bibliothèque de l'école. En parallèle des cours, parfois, on séchait les cours. Donc, on n'y allait pas pour gérer les stagiaires et réussir à développer notre projet. Donc, c'était assez marrant un peu comment on a commencé. Donc, on a commencé avec mon cofondateur Sylvain et moi-même et des stagiaires qui nous aidaient à mettre les premières briques, les premières pièces. Et en fait, nous, c'était clairement un copycat des Américains, version boîte européenne. Donc la seule chose qu'on avait changé, c'était eux, ils étaient sur YouTube, nous, on était sur Instagram. Mais qui a fait toute la différence. C'est ça qui a fait la différence pour réussir, parce que si on s'était lancé sur YouTube, il y a des gens plus connus que nous. Et en se lançant sur Instagram, en pariant sur ce réseau social-là, qui après a grandi, eh ben on a parié sur le bon cheval. Et c'est ça qui nous a permis en fait, de prendre la vague. Super, super. Je t'en prie. Juste un instant. C'est que tu viens de dire, c'est très intéressant et c'est très profond. Il y a une chose vraiment qui saute, en fait, par rapport à ce que tu dis, c'est le timing. Le timing que, bien sûr, que tu as vu avec l'opportunité de l'Instagram, tu étais comme, waouh, si on le fait ici, peut-être ça va passer comparé par rapport à ce qu'ils font ici, là, YouTube et tout. On le fait sur Instagram. Et c'est très intéressant que tu dis ça parce qu'en fait, beaucoup des entrepreneurs, tu regardes Jeff Bezos, tu regardes les gros entrepreneurs, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, bon, les noms, on peut les donner. Et en fait, c'était un peu la même chose, quoi, en fait. Ils ont juste vu un très bon timing avec une opportunité qui était, les Anglais appellent ça relevant, qui était relevant pour ce temps-là. Et ils se sont dit, tu sais quoi, on se fonce dessus. Et j'aime beaucoup ça parce que en fait, ça montre encore une fois que le timing en prenant l'action, en ce temps-là, c'est très, très important. Timing, opportunité, action. Action. Et je voulais aussi rebondir sur ça, c'est que la force des grands businessmen, des grands entrepreneurs, des grandes personnalités comme toi, quelle chance, c'est qu'ils arrivent à chaque fois à trouver une utilité qui manque
pour pouvoir faire la donne et faire échanger le cours des choses. Et c'est comme ça qu'ils deviennent top, et c'est comme ça qu'ils sont à chaque fois en avance sur les autres. Et la question à se poser, si je ne me trompe pas, c'est comment puis-je me rendre utile à la société ? Très bonne question. Comment puis-je changer la donne sur mon marché ? Qu'est-ce qui manque ? Où est-ce que je peux être, moi, le numéro 1 dans un système qui est déjà mis en place, hein ? En fait, c'est rajouter cette utilité et faire en sorte que la qualité des gens soit meilleure. Là, je vous donne des secrets, là, carrément. Mais c'est ça, non ? Si, ouais. Alors, déjà, le timing est super important. Go-to-market est important. Et après, ce que tu dis, c'est vrai. La donne que tu vas ajouter, mais pour le faire, il faut que tu comprennes bien ton marché. Tout à fait. Donc, en fait, tu as une vraie phase de veille où tu dois connaître tes concurrents comme si tu bossais pour eux. Parce que si tu les connais pas parfaitement, tu sais pas qu'est-ce qui va faire la différence, qu'est-ce que tu dois lancer, sur quoi ils sont pas bons, sur quoi ils sont bons. On pourrait dire que c'est la phrase fais de tes ennemis ton ami. Tu dois les connaître comme si c'était ton frère quoi, ou ta sœur. En fait, ton concurrent, tu dois le connaître en long, en large et en travers. Si tu le connais pas en long, en large et en travers, comment toi tu vas réussir à te différencier et vendre comparé à lui ? Quels sont les points où il est fort et tu n'arriveras pas à le rattraper tout de suite ? Et quels sont les points où il est faible où toi tu peux accentuer ? Donc en fait, tu as une vraie compréhension de ton concurrent, soit en interviewant des anciens salariés à lui qui sont partis, soit en regardant les avis sur les sites e-commerce. Tu vois, tu vas sur les sites d'avis comme G2 Crowd pour les boîtes tech. C'est une société américaine où tu génères des avis, comme Trustpilot, Bazaar Voice, Avis Vérifié ou autre. Et donc tu regardes qu'est-ce que les gens pensent de cette boîte-là. Voilà, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Et en fait, avec ça, ça te permet de mieux comprendre. Ensuite, tu vas regarder les articles. Est-ce que le CEO, il a fait des podcasts ? Est-ce que le CEO, il a fait des articles donc, de presse ? Quelle est sa vision ? Vers quoi il se dirige ? Qu'est-ce qu'il pense ? C'est quoi les erreurs qu'il a pu faire ? C'est quoi, en fait, les succès qu'il a eu ? Une fois que tu as cette compréhension-là, tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Mais une fois que tu sais ce que tu dois faire, après, c'est comment tu le fais. Parce que tu as la phase de compréhension qui va être la vision, donc qui va te donner ta vision. Ok, j'ai ma vision, j'ai la compréhension de mon marché, donc je sais où je veux aller, mais après, ce qui va être dur, c'est comment j'y vais. C'est quoi les briques, c'est quoi les étapes pour arriver à cette vision-là ? Si mon concurrent existe depuis 10 ans, il a 10 ans d'avance sur moi. Donc quand moi, je vais me lancer, les gens qui vont vouloir travailler avec moi, je dois apporter une différenciation. Quelle est la différenciation ? Le prix, oui, mais ça, c'est facile. Par contre, dans le produit, comment je vais me différencier ? Est-ce que c'est l'UX, la façon de gérer mon produit, de travailler avec mon produit qui va être plus facile ? Est-ce que c'est lui ? Donc, parce que ma plateforme est plus belle, donc les gens vont préférer utiliser ma plateforme parce qu'elle est plus belle. Est-ce que je vais rajouter une fonctionnalité de l'IA qui va permettre de faire moins de clics, moins d'actions, et donc de gagner du temps ? Et donc, tu as cette phase-là de compréhension. Et après, c'est, OK, maintenant, comment j'y vais ? Combien je dois dépenser ? Qui je dois recruter ? Combien de chiffre d'affaires je vais faire ? À quelle échéance ? C'est quoi les étapes ? Donc voilà, c'est un peu les phases pour réussir. Et on n'a pas parlé de ça. Il y a le réseau, il y a l'entourage. Il y a beaucoup de choses en fait. Ton réseau, tu as parlé un peu de réseau avant, parce qu'on a parlé qu'on s'est rencontrés, on a parlé de Junior. En fait, ton réseau, chaque personne peut te faire des intros avec 5 ou 7 autres personnes par exemple. Et en fait, ça te permet d'aller beaucoup plus vite et d'éviter également des erreurs. Parce que, admettons, moi je lance un business sur quelque chose que tu connais. Tu vois, le foot. Je vais venir te voir, je vais te poser des questions. Toi, tu connais le foot. Moi, je connais pas le foot. Moi, je regarde juste la Coupe du Monde et c'est ce que je connais, tu vois. Mais toi, t'es expert, tu l'as fait. Et donc, je vais te poser des questions et tu vas me dire, Dorian, là, t'es à l'ouest, là, c'est faux. Ça, c'est juste, regarde ça parce que tu l'as vécu. Et donc, en fait, ton réseau va t'aider à répondre à des questions que tu as par momentum, par moment précis. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je peux avoir besoin de toi, mais demain, je peux avoir besoin de toi. Et en fait, ça, c'est la grande différence. Et c'est également trouver les bonnes personnes au bon moment, meilleures que soi. Parce qu'il ne faut pas d'ego. Il en faut un peu, mais pas trop. Et ça, c'est important. C'est très important. Vous êtes en train de citer des choses tellement incroyables. Et en fait, je pense, écoutez, je pense que les gens ils vont être très contents parce qu'il y a beaucoup de clés qu'on est en train de donner. Et là, concernant l'environnement, de savoir s'entourer, et je dis très souvent à mes proches, entourez-vous de gens qui vous rendent meilleur et qui sont beaucoup plus intelligents que vous. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez grandir.
Et les personnes que vous avez autour de vous, si elles ne vous apportent pas une plus-value, et c'est pas mauvais, hein. Il faut juste être capable d'accepter la chose et de passer en fait à une autre étape, à un autre entourage, à d'autres personnes qui vont avec les... On revient sur nos propos de tout à l'heure, la vision que vous avez. Entourez-vous des gens qui ressemblent à la personne que vous voulez être demain. Ouais. Et on revient aussi sur un point qui est l'ego. C'est quelque chose qui tue. Tu veux jumper dessus? Non, tu veux jumper dessus. Vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir. Revenons sur l'ego que tu viens de dire. C'est de mon expérience aussi. C'est la chose, en fait, je pense, qui tue beaucoup de rêves. Pourquoi? En fait, moi, même tout le monde, hein, même toi-même, en tant qu'entrepreneur, tu viens de dire quelque chose de très important et que tu as dit que si je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, je vais juste demander à la personne qui est expert. Exactement. Mais c'est tellement profond et c'est tellement simple, mais tellement dur à faire parce que beaucoup de personnes disent « Ah, mais c'est quoi qui va m'apprendre, lui ? Tel, il est plus jeune que moi. Oh non, ça. » Tellement des choses, en fait, tellement des barrières qui se mettent eux-mêmes dans leur tête pour se dire « Non, je peux pas aller là parce que tel et tel et tel. » Mais en fait, la réalité des choses, c'est que c'est comme, je donne toujours un exemple, hein, je dis toujours, par exemple, si tu veux savoir comment conduire, prendre comment conduire une voiture, si tu pars sur le premier chemin de prendre un instructor, c'est ça le mot, un instructeur. Un instructeur et tout, ou de le faire tout seul, je pense que c'est version 1 ou version B, c'est quoi qui va t'amener à la réussite le plus vite? Ouais, l'instructeur. L'instructeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu t'inspires, numéro 1, et t'apprends de ses erreurs et de son expérience. Et tout ce qu'il fait, il te montre toute son expérience et dire, OK, fais ci. Et toi, t'apprends juste de ça. En fait, c'est tellement simple. Et dans le business, en fait, c'est exactement la même chose. Ouais, mais c'est pareil. En fait, pour tout. Moi, je pars du principe, même un stagiaire peut t'apprendre quelque chose. C'est-à-dire que même la personne qui n'a pas d'expérience, elle peut également t'apprendre des choses sur d'autres choses, parce que potentiellement elle l'a entendu, dans sa famille, peut-être des gens en ont déjà parlé. En fait, tu sais pas. Donc il faut juste rester ouvert d'esprit, après prendre tes propres décisions, tu fais tes propres choix, mais n'importe qui peut t'apprendre n'importe quoi. Exact. Et donc après, c'est à toi de faire le tri. Et ça, c'est important. Et généralement, quand tu rencontres une personne, tu vois, tu discutes sur quelque chose, si la personne t'a apporté une ou deux idées dans la conversation sur 1 heure, t'es déjà gagnant. Donc tu pars déjà enrichi. Mais après, il faut orienter également les bonnes questions pour savoir qu'est-ce que tu as besoin. Et avec ça, ça te permet également de développer. Mais ouais, l'ego ça tue. Ça tue. Il y a quelque chose que j'aime bien dire et que j'utilise énormément. J'ai appris ça de Jordan Peterson. C'est part du fait que toutes les personnes que tu rencontres ont quelque chose à t'apporter. Et en gros, pars comme si tu étais comme un enfant qui veut tout le temps apprendre. Et c'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu emmagasines. Et c'est comme ça que toutes les personnes, pour moi, qui lisent énormément, c'est des personnes super humbles. Parce qu'ils apprennent de plein de personnes qui, eux aussi, ont appris derrière. Et les personnes derrière, eux aussi, ont appris derrière. Et en fait, comme ça, tu emmagasines des informations de peut-être 500 ans, 600 ans, dans cette génération. Et c'est exactement ce que nous on fait, c'est exactement ce que nous on essaie de faire, de rester les plus humbles possibles, malgré le fait que notre société TET Capital prend énormément d'ampleur. Mais on écoute, on est là, on veut toujours apprendre, on veut toujours être meilleur. Et pour être meilleur, il faut paraître petit, se faire petit. C'est paraître un peu, parce qu'en réalité, c'est pas mal. Mais c'est ça un peu l'idée. Donc, c'est vraiment d'accord avec ce que tu dis. Vraiment d'accord avec ce que tu dis. Mais ça se travaille. Après, c'est comme tout, tu vois. Ouais. Ça se travaille, c'est pas forcément inné. Parfois, il faut le mettre de côté. Parfois, il faut en avoir un petit peu aussi. C'est important. Un mix. Mais ouais, c'est un mix. Mais t'apprends sur le tas. Et la seule chose qui est importante, c'est de voir ton évolution aussi à toi. T'as dit un truc hyper intéressant, c'est sur les bouquins. En fait, tu as des personnes qui ont étudié pendant X années, qui ont pris X temps à rédiger ce bouquin-là. Et donc, en fait, en lisant,
tu peux également apprendre beaucoup de choses. Et donc, c'est vrai que par rapport à des problématiques business que tu peux avoir, la lecture peut t'enrichir. Donc, tu as le réseau, mais tu as également la lecture. Parce que s'ils ont écrit ce bouquin-là, potentiellement, soit ils étaient passionnés, ils sont experts, soit ils ont eu la même problématique. Et donc, ils en ont fait un livre. Et donc, ça te permet également en fait, de t'enrichir et d'aller de l'avant. J'ai eu une phase quand j'avais vendu ma précédente boîte où j'ai eu un moment de trou. Alors, c'était plus des BD que des romans ou des livres business. Mais en fait, tu vois, ça m'a permis de m'évader et de comprendre aussi sur différents sujets que je ne connaissais pas. Tu vois, l'astrologie, ça pouvait être l'astronomie, ça pouvait être, tu vois, l'histoire, certaines guerres, ça pouvait n'importe quel sujet, tu vois. Et en fait, ça te permet de t'enrichir et d'apprendre et d'en discuter également en société après. C'est exactement ça. Exactement ça. Bon, je pense qu'on a reçu énormément d'informations très inspirants. Moi-même le premier, avant tout. Parce que certes, on le fait pour le donner aux autres. Mais le premier à enrichir, c'est nous et c'est moi. Merci beaucoup. Et pour revenir sur les derniers points que nous avons sortis, c'est que il faut avoir cet esprit de partage. Et c'est dans ce partage-là que nous recevons énormément d'informations qui vont nous aider, nous, pour le futur, à pouvoir créer des business, de créer des liens, créer un entourage, créer un network, un réseau qui, au final, nous permet en fait d'atteindre là où on veut aller. Et sans cet esprit de partage et d'ouverture aussi d'esprit, on a vraiment du mal. Merci à toi, Jacques Sugetamba. Merci Dorian Charavella. Ouais, merci à vous deux. Très cool. Merci à vous deux. C'était super chouette et en espérant nous revoir prochainement. Très bientôt. Ouais, avec plaisir. Encore merci pour l'invitation, trop cool et bravo aussi, le podcast est top. Super, merci. C'est gentil.